et puis aux origines diverses selon les pays. Moi-même, je viens de la République dite démocratique du Congo. Je dis bien dite démocratique parce qu'il y a un souci avec la démocratie, avec la République et même avec le Congo. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de connaître aussi en République centrafricaine, au Soudan, en Côte d'Ivoire, et c'est comme si c'était un fléau très contagieux. Donc on ne peut pas rester muet, on ne peut pas rester aveugle, sourd face à toutes ces réalités qui ressemblent vraiment beaucoup plus à une réalité d'enfer. Donc c'est pour ça que ce soir, le docteur Boga, qui a d'ailleurs déjà publié plusieurs livres, dont La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, a fait le déplacement depuis l'Italie. Vous êtes très nombreux ici venus de Paris, du Valais et de plusieurs endroits. Je m'excuse encore par rapport au retard parce que ce n'était pas vraiment très évident. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Nous allons laisser le docteur Boga s'exprimer. Nous allons parler effectivement de l'Occident dans les crises et les guerres en Afrique. Et ici nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Et lors du débat, nous allons peut-être aussi toucher tous les autres pays africains qui vivent dans les mêmes conditions. Donc, docteur Boga, merci. Alors, ce que nous allons faire, sans perdre du temps, c'est de vous laisser la parole, et puis nous allons vous écouter, et nous comptons sur vous pour le respect du temps. Merci. Je voudrais remercier tout le monde, et puis vous saluer. Je pense que au nom des organisateurs, les excuses pour ce qui est du retard a été déjà présenté. À la vérité, on m'avait laissé entendre que c'était pour 20 h, mais comme nous avons raté la marche, je pense qu'on a dû faire la connexion pour démarrer un peu tôt. D'accord, donc toutes nos excuses, elles sont présentées. C'est une question de droit de l'homme, donc c'est votre droit de réclamer les excuses et elles sont présentées. Je voudrais saluer mon frère et ami Céris Okou, qui est venu de Bruxelles. Il est avocat, il est ivoirien, avocat au barreau de Bruxelles. Je voudrais qu'on le salue, qu'on l'ovationne. Et puis vous dire que, à la vérité, évidemment, le doyen Edouard est quelque part là, il est salué avec Jean-Jacques. Ce sont deux Ivoiriens formidables, je voudrais les saluer, parce que je suis arrivé à Genève au moins 3 à 4 fois, beaucoup ne le savent pas, mais je viens très souvent pour travailler et nous avons des rencontres assez importantes. De la même manière, je voudrais me réjouir avec mon frère Céris Okou que cette mission à Genève est un grand succès. Je vous dis pourquoi. Vous avez remarqué que à cause des conditions de température, la marche n'a pas pu avoir lieu. Et puis il faut reconnaître qu'à Paris, comme en Italie, nos compatriotes ont eu un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des calendriers, parce que la haie, le rendez-vous, l'audience de la haie a beaucoup joué. Et comme nous ne sommes pas dans des rencontres pour s'auto-satisfaire, ça ne nous dit pas grand-chose, tant que l'objectif est en marche. Et le rendez-vous de Genève est un grand rendez-vous qui est couronné déjà d'un grand succès. Pourquoi? À la vérité, nous venions non pas seulement pour marcher. À la vérité, nous venions à Genève, non pas seulement pour faire une conférence. Vous savez que les conférences, on les fait un peu partout. Pendant les 2 ans, je ne sais pas combien de capitales européennes nous n'avons pas parcouru. Mais c'est qu'il y a une situation concrète. Au-delà des marches, au-delà des paroles en meeting, il fallait que nous posions des actes concrets. C'est pour cela que, avec mon ami, mon aîné Edouard, ma fondation a pensé qu'il était temps maintenant de réfléchir de façon concrète à porter une plainte contre le régime de M. Ouattara. Oui, vous savez qu'il y a des plaintes, il y a plusieurs plaintes qui ont été portées, qui ont été posées, mais celle-là, elle était particulière. Et il y a de cela quelques semaines, notamment le 16 septembre dernier, un patriote, combattant, syndicaliste de son État, ivoirien, le général Mangaé, a succombé. Il est décédé. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que M. Mangaé fait partie de la société civile. Il était secrétaire général de la centrale syndicale Dignité, une centrale syndicale affiliée à la CGT française et à la CSI.
Le jour où M. Mangaï a été pris, puisque nous étions amis et collègues à la Commission nationale des droits de l'homme, je fais partie des premières personnalités à qui il a demandé à son fils d'appeler. Il a été torturé. Il a été massacré. Pour se retrouver en fin de compte dans une cellule de prison avec des personnalités politiques, membres du gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Il était à bout d'y aller. Et quand M. Mangaï sort au mois de décembre 2012, c'est un homme pratiquement délabré. Il n'a pu recouvrer la bonne santé jusqu'à ce qu'il décède le 16 septembre dernier. En tant que militant des droits de l'homme, il nous fallait condamner cela. Et nous l'avons condamné. Mais ça ne suffit pas de condamner. C'est qu'il y a une grosse inquiétude. M. Ouattara, nous le poussons à libérer les prisonniers. Mais les prisonniers sont dans quel état? Dans quel état se trouve M. Laurent Gbagbo? Parce que vous et moi, quand nous sommes allés à La Haye plusieurs fois, à un moment donné, on nous a fait sortir de la salle pour des procès à huis clos. Qu'est-ce qui se passe avec la santé du président? Quel est l'état de santé de la première dame? Mais quel est l'état de santé de Michel Gbagbo? Mais quel est l'état de santé de M. Affi N'Guessan? Donc nous avons pris le cas de Mangaï pour rédiger une plainte en bonne et due forme que nous avons déposée hier. Et je voulais remercier mon frère Serizoku d'avoir accepté d'être l'avocat de cette plainte que nous avons déposée en collaboration avec l'association Webla. Mes chers frères, nous travaillons pour notre pays, pour que les droits de l'homme soient respectés en Côte d'Ivoire. Donc ce que nous retenons de ce voyage que les frères ont fait depuis Paris pour venir ici, que les autres ont fait depuis Bruxelles, que les autres ont fait depuis l'Italie pour être ici, pour que les autres aussi ont fait de Bâle, etc. Ce que nous devons retenir, il y a eu une conférence. Mais les conférences, nous sommes beaucoup d'Africains aujourd'hui doués, des talents qui connaissent notre continent, beaucoup plus que les experts occidentaux qui n'ont jamais vu le bout de l'Afrique et qui se pavanent sur les médias en train de dire « Nous connaissons l'Afrique, vous ne connaissez pas l'Afrique. » Parce que l'Afrique a des fils qui connaissent leur continent. Et nous allons en parler. Donc je voudrais vraiment nous féliciter parce que cet acte que nous avons posé, je vous assure que ça aura des répercussions terribles. Vous pensez que M. Ouattara est intouchable? En réalité, qu'est-ce que la communauté internationale fait? Nous, Ivoiriens, on a été braves. Parce que toute la communauté internationale était contre nous. Donc, pour que les plaintes portent, il faut que le régime change en Côte d'Ivoire, c'est tout. Et le jour où le régime tombe, les Soros, les patati patata, ils vont quitter rapidement le pays. Eux-mêmes, ils savent. Mais tant qu'ils sont au pouvoir, la communauté internationale est obligée de composer avec eux. Mais nous aussi, nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que si nous faiblissons, notre pays nous sera arraché pour de bon. C'est pour cela que nous continuons de nous battre. Et je voudrais dire aux Ivoiriens que je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux. Voilà. Le frère Serizoku va aborder quelques aspects juridiques parce que vous savez que notre combat, il n'est pas que politique. Il est politique, il est des droits de l'homme, il est même religieux par moment, puisqu'il y a des aspects, tous ces aspects, il faut les prendre en compte. Mais lui, il va aborder les aspects quand même techniques au plan juridique, puisqu'il y a eu l'audience de la CPI, il y a eu aussi la rencontre de l'Union africaine, toutes ces questions-là, on va en parler un peu et puis bon, on échangera. Parce qu'on n'est pas en amphi pour venir professer, on est venu pour échanger. Donc on apprendra aussi de vous. Normalement, j'avais prévu un PowerPoint parce qu'en tant que militant des droits de l'homme, ce sont les images qui parlent, plus que les mots, les verbes. Mais je vais essayer de faire un effort en 15 minutes pour vous dire, pour vous présenter une situation en 2 ou 3 points. Le premier point, c'est de se dire, au fond, quel est le visage de l'Afrique aujourd'hui? Quand on dit Afrique, qu'on se trouve dans n'importe quelle capitale européenne, quand on dit Afrique, quelle est l'image que les gens retiennent de l'Afrique? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, mais qui est responsable du drame de l'Afrique? Qui a mis l'Afrique là où elle se trouve aujourd'hui? Et puis troisième préoccupation, comment l'Afrique sort finalement de cette catastrophe? Vous allez voir que pour illustrer ces 3 petits points, ce sera la Côte d'Ivoire que nous prendrons comme exemple, puisque c'est l'exemple. Mais nos frères congolais, vous devez être tranquilles, parce que dans l'analyse, il y a certainement, je vais faire un peu le lien avec la Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire et de la RD Congo. J'avais déjà fait cette conférence à l'invitation de la communauté congolaise de Rome, non, d'Italie à Rome, où on avait déjà travaillé sur cette question. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas loin de celle de la RD Congo. D'ailleurs, c'est pire en RD Congo. Mes chers amis, en général, lorsqu'on dit l'Afrique aujourd'hui, les gens ne voient que les images de la famine, la guerre, la misère, la tristesse, la souffrance,
Donc finalement, l'Afrique est présentée un peu comme le continent de tous les maux, MAPX. Le continent des souffres-douleurs. Mais c'est un gros paradoxe. Et en tant qu'Africains, quand nous avons ces gens d'assemblée, il faut relever ce paradoxe-là. Mes chers frères et sœurs, nous avons le continent le plus riche. Nous avons le continent le plus riche. Le continent le plus riche de son sous-sol. Le continent le plus riche de sa forêt. Le continent le plus riche même de ses cerveaux. On peut prendre quelques exemples. Je suis ivoirien. Mon petit pays de 322 600 km², 642 précisément, il est le plus grand producteur de cacao dans le monde. Et puis on y a découvert du pétrole. Et il y a le diamant, il y a l'or, il y a tout dans mon pays. Mais prenez le Cameroun, le premier sous-sol diamantifère de la planète. C'est pas moi qui le dis. Allez-y sur le net, c'est versé. La RD Congo, là c'est la catastrophe. Catastrophe des richesses. Catastrophe des richesses. Alors, comment on peut être riche? Comment on peut être riche? Et puis nous, en Europe ici, on devient des mendiants. Comment on peut être issu d'un continent le plus riche et puis se retrouver en Europe? Pratiquement quand on cherche les sans-papiers, c'est notre sein. Les vieux boulots, c'est à nous qu'on les confie. Que ce soit en Italie ou partout, c'est la même chose. Il y a un problème. Il y a un problème. Sur ce premier point, j'avoue qu'il y a un problème. Et quand on regarde cela, on est obligé de se dire, mais à qui la faute? Comment vous pouvez avoir des terres aussi riches et puis venir en Europe et être des pauvres gens? Excusez-moi de l'expression, mais c'est la réalité, des pauvres gens. Et quand les Occidentaux nous voient chez eux, ils pensent que nous sommes des moins que rien, des va-nu-pieds. Et quand je dis que le continent est riche de ses fils, mais nous tous, nous avons fait les bancs en Afrique. Et nous sommes diplômés. Quand nous arrivons en Europe, on jette nos diplômes très loin. Et puis on rentre dans les usines. On rentre dans leur maison pour aller nous occuper des vieillards, pour aller traiter les vieilles personnes. Et tout cela. Et quand on y réfléchit, beaucoup plus on se dit, mais finalement, à quand la fin de l'esclavage? Nos ancêtres ont été esclaves. Apparemment, nos ancêtres ont été esclaves. Nos grands-parents ont été colonisés. Et nous, les arrière-petits-fils, on continue le sale boulot chez eux. Et notre continent, c'est là-bas qu'ils vont pour puiser. Il y a un problème. Alors, à qui la faute? Puisque j'ai dit, je vais faire rapidement, en une quinzaine de minutes, et puis Maître Serizoku va prendre un peu les aspects, et on va échanger. À qui la faute? Je suis obligé de vous dire que les responsabilités sont à situer à deux niveaux. D'abord, la faute est aux Africains. La faute, elle est d'abord aux Africains. Parce que ceux qui tuent pendant les guerres, ce ne sont pas les Blancs. En général, ce sont des Africains qui prennent des armes dans leur propre pays. Les rebelles, ce sont des Africains. Ce sont des fils du pays. Donc c'est les Africains d'abord qui sont responsables du drame africain. Mais quand je parle de jeunes rebelles, quand je parle des populations qui se livrent les guerres intercommunautaires, interethniques, je veux d'abord accuser l'élite africaine, les intellectuels. Quand vous les voyez, la plupart des chefs d'État africains, ils ont fait des études en Europe. Comment se fait-il qu'après avoir fait les études en Europe, vous retournez en Afrique, vous n'êtes pas capable d'appliquer le millième de ce que vous avez étudié en Occident? Le développement du continent ne vous dit rien. Vous ne pensez qu'à remplir vos poches. Un manque de démocratie, mais criant, mais révoltant. C'est l'Afrique. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de cela. Et si on avait les diapos, vous allez voir, la plupart des chefs d'État, mais ce sont des chefs de guerre. Les Kagame, les Blaise Compaoré, les Patati, les Ouattara. Des gens qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Et on les dépose à la tête du continent. Et le continent est délabré par ses propres fils. Oui, le manque de démocratie, c'est d'abord les Africains eux-mêmes. Et la mauvaise gouvernance. Je disais à l'époque du président Laurent Gbagbo, quand je passais sur les médias à la télévision, je disais, mais enfin, il y a des responsabilités qu'on va attribuer à l'Occident. Mais la bonne gouvernance,
elle n'a pas besoin de temps ni de contre-temps. La bonne gouvernance, elle doit s'appliquer même en temps de guerre. C'est pas parce qu'on est en guerre que vous allez tous piller le peu que le pays a. La malgouvernance, le manque de démocratie, les Africains ont une grande part de responsabilité. Mais quand j'ai fini de citer les Africains, les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est vicieux. C'est vicieux et pervers. C'est cynique. Je le dis et les mots que j'utilise ont leur sens. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. L'or, le diamant, le manganèse, le coltan, tous ces biens que l'Afrique regorge. Il ne faut que rechercher cela pour les propres biens. Parlant de la crise en RD Congo, un certain, c'est Cohen, il s'appelle, un ancien collaborateur de Bush, quand on lui a posé la question sur le Kivu, il disait, mais au département d'État, et je le cite, au département d'État américain, le Kivu fait partie du Rwanda. C'est-à-dire que le Kivu, c'est une partie du Congo qui a été envahie par les Rwandais. Mais les Américains, pour eux, c'est normal. Comme ils sont responsables du génocide rwandais, ils encouragent Kagame à aller profiter un peu de la richesse de la RD Congo. Et ils le savent. Et ils se cautionnent. Et un deuxième larron qui parle de la RD Congo, il dit, ben écoutez, la guerre de la RD Congo, c'est une affaire juteuse. Il s'appelle Kofi Annan. À l'époque, il était secrétaire général des Nations Unies. C'est une affaire juteuse. La RD Congo, c'est une affaire juteuse. Mesdames et messieurs, chers Africains, chers Ivoiriens, je dois pouvoir vous dire que ce que vit notre continent, c'est d'abord de notre responsabilité. Mais les Occidentaux sont très vicieux. Et tant que les Africains ne prendront pas conscience de cela, mais je me demande quel jour nous allons pouvoir sortir de là. En RD Congo, regardez la similitude avec la Côte d'Ivoire. Des conditions électorales toujours douteuses, non respectées. C'est-à-dire que l'Afrique a mal de la démocratie. Je prends deux cas concrets. RD Congo, Côte d'Ivoire. Et puis je les mets côte à côte. Regardez, en Côte d'Ivoire, le deuxième tour de l'élection présidentielle, catastrophique et non calamiteuse, parce qu'on a dépassé l'aspect calamiteux. C'est le 28 novembre 2010. Et exactement le 28 novembre 2011 en RD Congo. Similitude des dates. Le président ivoirien, nous doutons de ses origines ivoiriennes. Le président congolais, les Congolais doutent de ses origines congolaises. Il serait rwandais. Le nôtre serait burkinabé. Bon. Comme si ça ne suffisait pas. Les élections émaillées de violence. En Côte d'Ivoire, ce fut le cas où dans le nord, on a massacré. Un jour d'élection, comment on peut violer une femme? Les rebelles l'ont fait. L'ONU le sait. Les rapports sont là. Jusqu'à même, j'ai sorti un livre là-dessus. Tellement l'ONU a berné le monde entier. Un certain certificateur qui reconnaît que dans le nord du pays, il y a eu des fraudes massives. Et les rapports le disent. Les rapports de l'Union africaine, les rapports de l'Union européenne. Tout est concret. En RD Congo, le jour de l'élection, ce 28 novembre 2011, c'était pratiquement la catastrophe. Vous avez vu le jour de l'élection, ce qui s'est passé en RD Congo. Et puis on va venir au résultat, deux résultats contestés. Le résultat contesté en Côte d'Ivoire parce que M. Laurent Gbagbo n'était pas l'arbitre de l'élection. Ce n'était pas lui l'arbitre. L'arbitre, c'est le Conseil constitutionnel. Je ne parle pas de la CEI. Parce que normalement, d'un point de vue juridique, la CEI n'est que l'organe qui organise. Ce n'est qu'un organe technique qui organise. Comme ici, par exemple, la conférence, elle a été initiée et organisée par l'ONG Webloa. Ce ne sont que des organisateurs. Mais d'un point de vue juridique, le doyen Edouard et son organisation Webloa ne sont pas responsables de ce que je dis.
puisque le docteur Boga est responsable de ce qu'il avance, je ne sais pas si vous voyez un peu. M. Laurent Gbagbo n'était pas un arbitre, il était candidat. Et l'arbitre principal que les deux partis ont validé. Parce que les gens oublient que monsieur Yao Paul Ndré, président du Conseil constitutionnel, n'a pas été nommé à la veille de l'élection. Il a été nommé depuis longtemps. Et lorsque M. Laurent Gbagbo prend l'article 48, il s'appuie sur l'article 48 et qu'il dit M. Ouattara va être candidat, c'est le même Conseil constitutionnel qui rend cette décision politique-là en décision juridique. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les candidats. Et M. Laurent Gbagbo est déclaré par le Conseil constitutionnel vainqueur de l'élection présidentielle. C'est pour cela, souvent, je préfère m'arrêter sur ce point pour dire ceux qui pensent que nous avons mené un combat absurde, utopique, illusoire, en marchant à Paris, en marchant à La Haye, en marchant partout en Europe, en Amérique. On est en train de leur démontrer qu'aujourd'hui, nous étions dans le vrai. Parce que c'est un combat d'un point de vue juridique qui est juste, d'un point de vue politique qui est juste, même d'un point de vue moral. Parce que tu ne peux pas arriver au pouvoir et massacrer tous tes opposants, les décimer, comme si tu étais immortel. Nous, on est fiers de ce combat-là, parce qu'on sait qu'on est dans le juste et dans le vrai. Et aujourd'hui, on les confond. Ils sont en train de ramper les murs pour faire des tractations à la CPI. Et on est là, on les attend. On les attend. Non, mais ne souriez pas parce qu'on les attend. Ils vont ramper. Ce qui nous ont fait souffrir, ça va se retourner contre eux. En RD Congo, regardez les résultats. En Côte d'Ivoire, on finit le 4 décembre 2010. Laurent Gbagbo prête serment au palais présidentiel. J'y étais. M. Ouattara prête serment devant un huissier au Golf Hotel le 4 décembre 2010, le même jour. En RD Congo, le 20 décembre 2011, le jeune Kabila prête serment, et puis le 23, Tshisekedi aussi prête serment. Similitude d'une Afrique balbutiant, souffrant avec la démocratie. Si bien qu'à un moment donné, les cadres, les leaders, les intellectuels, on est obligé de se demander, est-ce que finalement la démocratie telle qu'elle est portée par l'Occident dans notre pays, sur notre continent, est-ce que finalement c'est viable? Il faut qu'on réfléchisse. Nous ne sommes pas abrutis. Nous ne sommes pas dupes. Les similitudes sont là. L'Occident nous dupe. L'Occident pille notre pays, notre continent et nos terres. Ce qui les intéresse, ce sont nos richesses. Mesdames et messieurs, j'avais dit que je parlerai en une quinzaine, voire une vingtaine de minutes, pour que le frère Serizoku aborde un peu aussi l'aspect de la Cour pénale internationale, pour qu'on puisse compléter. Je parlais de quelle est l'Afrique? Quel est l'état de l'Afrique? Oh, je pense à l'Égypte, en crise grave. On parle de démocratie à l'égyptienne. Un président, il est... Alors, il a fallu qu'on élise Morsi pour qu'on se rende compte qu'il était islamiste. Pour qu'on se rende compte qu'il était frère musulman. Mais finalement, quelle est la démocratie? Et souvent, nous sommes obligés de nous demander, mais la démocratie, finalement, on ne la comprend plus. Le monsieur est candidat. Il a été élu. Dès qu'il a été élu, on lui a coupé les ponts, les vivres. Et puis, ils ont asphyxié le peuple. Parce que vous voyez que le pays sortait d'une crise où l'ancien président, avant Morsi, avait été arrêté. Donc, il y a eu ce qu'ils appellent révolution. Donc, le nouveau président qui arrive, évidemment, vous voyez que dans la période des révolutionnaires, là, il n'y a même pas d'argent dans la caisse. Le monsieur, voilà. Forcément, il faut des partenaires pour aider le président à prendre un peu du souffle. Souvenez-vous, quand Macky Sall prend les pouvoirs, on était tous surpris qu'il rende visite à François Hollande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est la même chose. Quand un pays sort de guerre et qu'un président est élu, même quand il est élu démocratiquement, il cherche d'abord des repères pour pouvoir se redresser un peu. Sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Alors donc, j'ai parlé de Macky Sall, mais Morsi a été élu. Après l'élection, maintenant, on se rend compte qu'il était frère musulman. Et que les frères musulmans sont dangereux. Donc, il faut qu'on fasse tout pour qu'ils tombent. Alors moi, je dis finalement, qu'est-ce que vous voulez? Mais acceptez au moins que c'était un coup d'État. Ils ont refusé que c'était un coup d'État. Jusqu'à ce que McCain aille publiquement en Égypte et qu'au cours d'une conférence de presse, il avoue
qu'en réalité, ce qui s'est passé ici, c'est vrai que c'était un coup d'État. Oui, c'était un coup d'État contre Morsi. Oui, en Côte d'Ivoire, c'était un coup d'État contre Laurent Gbagbo. Oui, en Libye, c'était un coup d'État contre Kadhafi. Et j'ai parlé avec un ami occidental. J'ai dit, mais finalement, qu'est-ce que vous reprochez tant à Kadhafi? On dit, oui, mais il y a longtemps, il est au pouvoir, il a fait plus de 20 ans, même 30 ans au pouvoir, tout ça. Mais j'ai dit, mais la reine d'Angleterre, il y a longtemps qu'elle règne. Elle n'est pas, c'est la démocratie est normale. Oui, elle n'a pas tous les pouvoirs et tout, mais elle est au pouvoir. Elle règne sur le Commonwealth. Elle règne sur le Commonwealth. Et voilà. Chez nous, on a déposé Laurent Gbagbo. Mais comment l'Afrique s'en sort? D'abord, il est important que les Africains prennent conscience. Il ne s'agit pas de se lancer dans une guerre ou une guerre noire contre blanc. Nous, on a dépassé cela. Mais nous disons quelque chose de fondamental. Est-ce que les États africains sont indépendants? Oui ou non? Si les États africains sont indépendants, alors donnez-nous les moyens de notre indépendance. À la limite, même le mot donnez-nous n'est pas juste. Laissez-nous gérer nos indépendances. Parce qu'en fait, nous ne commandons rien. Nous ne demandons rien. Mais comment on peut être indépendant comme la Côte d'Ivoire en 1960? L'armée, c'est la France. La monnaie, c'est le franc français. Quelle est l'indépendance que nous avons? Même les institutions de l'État étaient logées dans des bâtiments qui appartiennent à la France. Le palais présidentiel, l'Assemblée nationale. Quel est ce pays-là? Quel est ce pays-là? Alors, chers amis, est-ce que cela allait durer toute la vie? Non. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons connu un président, le premier, qui était l'ami de De Gaulle, qui a à la limite vendu le pays entre griffes. Après, il a placé son propre fils, mais son fils politique, qui s'appelait, c'était Henri Konan Bédié. Et puis ainsi de suite. Dans tous les cas, ça ne peut pas être évitable. Un fils de la Côte d'Ivoire allait se rebeller et ouvrir les yeux des Ivoiriens. Ce fils s'appelle Laurent Gbagbo. Je dois vous dire, il y en a qui pensent que, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos qui ont circulé, même sur YouTube, les gens pensent que des intellectuels vont s'élever comme cela, bêtement, et puis vont suivre un monsieur qui s'appelle Laurent Gbagbo. Mais ce monsieur, il est magicien ou quoi? Il est comment? On est allé à l'école. Les principes que les Blancs nous imposent, là, on les étudie de la même manière. Comment vous pouvez créer une Cour pénale internationale et puis vous mettez une clause dans son fonctionnement? Je crois que Cyril Zokou en parlera. Il y a une clause qui dit que le Conseil de sécurité peut autoriser une enquête ou bien peut suspendre une enquête. C'est fini. C'est du politique. Puis c'est le Conseil de sécurité, là, ils sont 5 à avoir le droit de veto. S'ils sont contents de vous, vous êtes contents. C'est pourquoi Blaise Compaoré n'est pas dictateur encore. Donc notre continent souffre. Mais, et je vais terminer par là parce que je veux que ces gens parlent et puis qu'on échange un peu parce qu'on a aussi à apprendre de vous. Chers frères, chères sœurs, Laurent Gbagbo là, nous n'allons pas à la haine parce qu'il est trop beau. Nous n'allons pas à la haine parce que c'était un président bon, extraordinaire. Non! Laurent Gbagbo est un symbole. C'est le symbole d'une Afrique qui dit non au suivisme, non à l'impérialisme. C'est le symbole de la souveraineté d'un continent, de la souveraineté des États africains. Ça suffit. Ça suffit. Tout le monde savait que Thomas Sankara quand même était, si vous voulez, bon, Poutiste ou bien, mais quand même il était révolutionnaire dans l'âme. Tout le monde a connu ce que vaut Lumumba. Mais tous ces grands, on les a éliminés, on connaît leur histoire. Laurent Gbagbo là, il ne faut pas l'éliminer de notre vivant. Ah bon, et quand on le dit, là on s'est retrouvé plusieurs fois à la haie, on est sur eux. Et eux-mêmes ils sont en train de trembler. Et c'est pour ça que partout où on passe, je félicite mes compatriotes. Parce qu'on n'a pas de leçons à donner à l'Afrique. Mais l'Afrique a besoin d'un peuple exemplaire et exemple. C'est la Côte d'Ivoire. Et nous on assume notre part d'histoire. On va assumer la nôtre. Et je ne parle pas des temps passés, parce que les lignes d'histoire sont remplies de dates et d'hommes. Je dis le présent. Vous et moi, on est en train de l'écrire, cette histoire.
Ce n'est pas une affaire où il y a des gourous, des mentors qui donnent des mots d'ordre. Ce sont les fils de l'Afrique pure et dure qui s'asseyent. Ce soir-là, on est là pourquoi? Ce soir-là, vous êtes là pourquoi? Vous n'êtes pas là pour quelqu'un. C'est l'Afrique qui nous appelle. C'est l'Afrique qui nous appelle. Et je le dis toujours, tu es venu en Europe, tu as réussi. Tu as eu ta femme, tu as eu tes biens, tu as ta voiture, tu as ta maison. C'est bon. Mais ça ne suffit pas. Parce que ton continent t'appelle. Ton pays t'appelle. Il faut te sacrifier pour ton pays. Nous sommes les sacrifiés, mais nous allons faire ce sacrifice-là pour que l'Afrique, là, ça suffit. L'Afrique est riche. Et je dis aux Italiens, quand je fais les conférences là-bas, vous pensez que quoi? Vous pensez que je suis content d'être en Europe? Je me sens mieux en Afrique. Je me sens mieux en Afrique. Les Africains se sentent mieux en Afrique. Alors laissez l'Afrique aux Africains. Nous serons bien chez nous. Je vous remercie.